Un ballet sous les étoiles avec France 3. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans votre édition régionale. Voici les titres. Fin de garde à vue pour Yacine Sali. Aujourd'hui, après 96 heures d'interrogatoire, il sera présenté à un juge antiterroriste dans la journée. Ils sont partis pour 15 jours de marche jusqu'au Val-de-Suse. Les Notaves qui luttent contre le projet du Lyon-Turin étaient une centaine ce matin à Chimilin. Côté ciel, que du bleu, mais attention, température toujours à la hausse, jusqu'à 35 degrés au plus fort de la journée. Prenez vos précautions, ça va durer quelques jours. Je vous le disais dans les titres, après 96 heures de garde à vue, Yacine Sali doit être présenté à un juge antiterroriste aujourd'hui. Le procureur de Paris vient d'annoncer l'ouverture d'une information judiciaire pour assassinat en lien avec une entreprise terroriste. Je vous propose de l'écouter, c'était il y a quelques minutes. L'ensemble de ces éléments laisse entrevoir un mobile terroriste au geste de Yacine Sali, bien que justifié par des considérations personnelles. Je me permets de vous rappeler ce qu'est la définition de l'infraction à caractère terroriste en droit pénal français. En droit pénal français, c'est une infraction intentionnellement commise en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur. La décapitation, la mise en scène macabre, la volonté de provoquer une explosion au sein d'un site sensible, l'envoi des clichés, comme la présentation d'un trophée de son crime à un correspondant se trouvant en Syrie. Tout cela provoque bien sûr un effet de sidération qui, à l'évidence, trouble gravement l'ordre public par l'intimidation et la terreur. Malgré ses aveux, Yacine Sali laisse planer de nombreuses zones d'ombre. Des doutes persistent sur ses motivations et sa personnalité. Qui est Yacine Sali? Élément de réponse avec Jocelyn Debroux et Christophe Hilary. L'histoire de Yacine Sali débute à Pontarlier il y a 35 ans. Décrit comme un jeune homme bien élevé, il grandit dans une famille sans histoire. Après le décès brutal de son père en 2004, sa mère part vivre au Maroc. Yacine est seul et se renferme sur lui-même. C'est à ce moment qu'il rencontre un certain Frédéric Jean Salvi. L'homme sort de prison après 32 mois de détention pour trafic de stupéfiants. Converti à l'islam radical, Salvi est un extrémiste que son avocat de l'époque décrit comme manipulateur. C'est quelqu'un qui est charismatique, il est grand, il présente fort bien et c'est lui qui organise les choses. Donc il a déjà une position de leader dans ce cadre-là, avec des personnes qui sont prêtes à l'aider dans cette entreprise de cette époque. Donc il est plus influencé d'autres personnes, ça ne vous étonne pas? Ça m'étonne moins, ça. Pendant plusieurs mois, Frédéric Jean Salvi aurait exercé son influence sur Yacine Sali, avant de partir pour l'Indonésie, où son nom est cité dans des attentats d'Al-Qaïda en 2010. Pendant ce temps-là, Yacine Sali s'est installé dans le quartier de Planoise à Besançon, où il vit discrètement avec femmes et enfants. Avec moi, c'est on n'a jamais parlé de l'extrême. On a toujours parlé de la vie. Quand je vous dis qu'il aimait beaucoup ses enfants, C'est pour ça que c'est un choc aujourd'hui d'apprendre il a fait un acte comme ça, puis il a laissé ses enfants derrière. Pourtant, durant cette période, Yacine Sali aurait été en contact avec plusieurs islamistes partis faire le djihad en Syrie. Parmi eux, un certain Younes Sébastien, destinataire supposé du selfie macabre de vendredi. Des fréquentations radicales qui ne collent pas totalement avec les derniers propos de Yacine Sali, tenus face aux enquêteurs. Voilà, je vous rappelle que le procureur de Paris vient d'annoncer l'ouverture d'une information judiciaire pour assassinat en lien avec une entreprise terroriste. À Saint-Martin-d'Air, l'affaire Luc Pouvin progresse. 2 jeunes garçons de 16 et 18 ans se sont présentés hier matin à l'hôtel de police de Grenoble. Les enquêteurs doivent déterminer le rôle tenu par chacun le soir du drame. L'audition des 2 jeunes placés en garde à vue devrait donner des indications sur le déroulement des événements du 20 juin dernier, soir où Luc Pouvin, 19 ans, a été tué par balle, semble-t-il visé par erreur.
Le tunnel Lyon-Turin, nouvel épisode. L'Union européenne a confirmé hier le financement du projet à hauteur de 40%. Hasard du calendrier, les Notaves, association de lutte contre le projet, entamaient ce matin à Chimilin une marche de 15 jours pour relier le Val de Suse. Explication Joël Serroni et Dominique Bourget. Petit déjeuner obligatoire avant d'engager la grande marche qui amènera les manifestants dans le Val de Suse. Le chemin sera long, il traversera les villages qui se situent sur le tracé du Lyon-Turin. Le premier d'entre eux, point de rendez-vous ce matin, Chimilin en Isère. Madame le maire s'intéresse de près à la question du Lyon-Turin. Elle participera à la marche des Notables. La commune a toujours été hostile au projet depuis le début. Je dis au projet au pluriel, puisqu'on a eu un projet de voyageurs en 1992. Ensuite, le projet fret depuis 2004, si ma mémoire est bonne. Donc, c'est des projets qui nous paraissent inadaptés, démesurés, même si, en ce qui concerne le fret, nous sommes tous d'accord pour que les camions de transit passent sur les trains. Pour cette première étape de 15 km qui reliera Vurel-de-Montbel, lieu du bivouac de ce soir, une centaine de participants. Comme Madame le maire, il s'oppose à ce projet qu'il juge pharaonique et inutile. Plus je vais chercher les informations sur ce projet, plus je dis, ben voilà, c'est mes adversaires à qui profite. Ce n'est pas un projet inutile, il est utile pour les actionnaires, tous les gens qui ont des logiques, on fasse travailler les petits Chinois le moins cher possible, comme ça on met les gens ici au chômage, etc. C'est tout un monde. Cette marche sera aussi un lieu d'échange et de débat, chaque soir, dans chaque campement, tout au long du parcours. Arrivée prévue dans 15 jours à Venaos, en Italie. En montagne, plusieurs accidents mortels hier dans le massif du Mont Blanc et en Savoie. Un Italien sur le perron Frando, une Française dans le couloir du Goûter. Tous deux sont décédés. En Savoie, une victime et 2 blessés au niveau du col du Roc Blanc sur le Mont du Chat. De nouvelles tragédies qui rappellent que la montagne a ses règles, sécurité et consignes avec Claudine Longhi et Nathalie Rapuc. Aujourd'hui, Serge a décidé de marcher jusqu'à la Dent du Chat, sur le sentier même où un homme a trouvé la mort le week-end dernier. Pour ce randonneur aguerri, la montagne reste un terrain de sport et de loisirs qui peut être dangereux, surtout lorsqu'on ne respecte pas certaines règles. Il faut un minimum d'équipement, il faut un minimum d'entraînement aussi, parce qu'on ne peut pas quand même se lancer sans entraînement. Ça me paraît tellement logique de prendre un minimum de précautions que c'est vrai que je me pose des questions des fois, les gens. Quand on les voit en tongs se promener dans la montagne, c'est vrai que c'est pas l'idéal. 5 grands sentiers de randonnée prennent leur départ à Bordeaux. On peut ainsi rejoindre l'abbaye de Hautecombe, la Dent du Chat ou encore Pierre-Nioul, un promontoire rocheux qui surplombe le village. Ces sentiers sont balisés et entretenus par la communauté d'agglomération du lac du Bourget. Mais la sécurité reste l'affaire de la commune qui, au-delà des panneaux d'information, s'attache toujours à sensibiliser les randonneurs avant leur départ. Ce qui est important, c'est vraiment de choisir son parcours en fonction de son état de forme, en fonction de la difficulté de l'itinéraire et surtout en fonction des conditions météorologiques qui peuvent rapidement changer dès qu'on est en montagne. Il est aussi important de bien rester sur les sentiers et surtout une consigne qui est importante, c'est qu'il ne faut pas hésiter à faire demi-tour, à renoncer si on se trouve vraiment dans une situation délicate. Malgré tout, chaque été, Bordeaux déplore en moyenne une dizaine d'accidents sur ces sentiers. Météo France annonce la canicule pour les prochains jours. Alors pour que la randonnée reste un plaisir, mieux vaut partir très tôt et sans oublier l'eau. Depuis quelques jours, le thermomètre s'affole, les températures grimpent et ça n'est pas forcément une bonne nouvelle pour tout le monde. Comment supporter une telle vague de chaleur lorsque l'on travaille dehors? Reportage ce matin avec Jean-Christophe Pain et Dominique Semet. Reportage en hommage aux braves qui trouvent le courage chaque matin d'aller au turbin. Qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il brûle, canicule. 6h du matin, là on fait jusqu'à 13h. C'est l'été, on n'en peut plus. À 13h t'es obligé de t'arrêter. Ouais, c'est ça, on est obligé. Le chef il est parti arroser lui. Mais bon, il travaille aussi au soleil. Ah quand même? Ah ouais, pas de problème. Moi je sais que je force quasiment les ouvriers à aller boire une fois toutes les demi-heures, des trucs comme ça quoi. À 7h le matin quand on commence ça va quoi. Mais après l'après-midi, la matinée on arrive à s'en sortir, mais l'après-midi on bosse jusqu'à 17h, c'est dur quoi. Jusqu'à 17h, plein cagnard et tout, c'est dur.
Vu de votre bureau hyper climatisé, bien sûr, tout ça peut paraître incroyable. Et pourtant, vous aussi prenez des risques au travail. Quelle drôle d'idée d'attraper un rhume en plein été. Le lac d'Aiguebelette honoré, il vient d'être classé réserve naturelle régionale, l'aboutissement d'un long travail destiné à préserver ce milieu naturel tout en maintenant des activités touristiques et sportives. De bon augure, quelques semaines avant les championnats du monde d'aviron qui continuent de contrarier le collectif d'associations environnementales. Explication Xavier Schmitt et Dominique Semet. Une eau couleur d'émeraude dans un écrin de montagne, le lac d'Aiguebelette. C'est le berceau et le lieu de travail d'Albert. Il innove cette saison. Il affrète un bateau électrique pour promener les touristes et leur faire découvrir la vie du lac et ses beautés. J'explique la faune, la flore, la vie de nos ancêtres aussi, qui ont vécu au bord du lac, et un petit peu des choses que j'ai vécues moi-même. Protéger le site et maintenir les activités touristiques et sportives. C'est la garantie que veut donner le label Réserve naturelle régionale. C'est l'aboutissement de 40 ans de travail avec nombre de réglementations et d'efforts de conciliation. Car le lac appartient à 2 propriétaires et il compte 300 riverains. La gestion est déléguée à la communauté de communes. Le classement réserve va permettre de trouver des moyens pour continuer tout ce travail, l'améliorer puisque tout n'est pas encore suffisamment préservé. Il y a un gros travail de sensibilisation à mener auprès que ce soit des habitants, des visiteurs, des touristes. Mais la tranquillité du lac est troublée par un litige sur l'organisation des championnats du monde d'aviron le 30 août prochain. Les associations de protection de la nature se battent devant la justice pour réduire l'incidence environnementale des infrastructures. On n'est pas contre l'aviron, c'est une évidence, c'est un très beau sport qui ne demande qu'à être encouragé, mais on est contre des installations à demeure fixes. Et ça, la FISA, la Fédération internationale des sports d'aviron, ferait bien de nous entendre. Le label Réserve naturelle régionale s'accompagnera d'une étude d'impact du tourisme sur le lac d'Aiguebelette, le 3e lac naturel de France. Prenons de l'altitude à présent avec la chronique montagne, la dernière de la saison, qui nous emmène à la rencontre des dames du GFHM, le groupe féminin de haute montagne à Chamonix. Première promo, regardez. Sous les aiguilles de Chamonix, à 2500 mètres d'altitude, nous les retrouvons enthousiastes et concentrées. Elles, ce sont Émilie, Pauline, Bégonia et Charlotte, 4 filles du GFHM, le groupe féminin de haute montagne, une formation mise en place il y a 4 ans par la Fédération des clubs alpins. Donc il y a plusieurs objectifs dans ce groupe. Premièrement, c'est qu'elles acquièrent de l'autonomie en montagne pour pouvoir aller toutes seules en montagne et en sécurité. Et d'un autre côté, il y a aussi qu'elles puissent encadrer et faire part de leurs compétences à d'autres jeunes qui voudraient commencer ou d'autres filles comme elles. Sélectionnées en décembre dernier, elles vont donc s'entraîner ensemble durant 2 années dans toutes les disciplines de montagne comme l'escalade, le ski ou l'alpinisme. On a 2 programmes en fait avec le GFHM, donc un programme imposé qui sont des courses qui sont organisées par le CAF pour notre formation, pour qu'on continue à apprendre parce qu'on est là pour ça. Et puis on a une partie, un programme libre où là on choisit nous des activités qu'on a envie de pratiquer. Mais pourquoi cette envie de se retrouver, du moins le temps de quelques sorties, uniquement entre filles ? Souvent dans les groupes de garçons, c'est un peu le problème, c'est que les garçons ils vont en tête directement. Là, voilà, on est toutes confrontées à ça et ça fait, je pense, beaucoup plus progresser. En étant que des filles, il y a moins de jugement de valeur et donc c'est vrai qu'on a plus tendance aussi à aller s'essayer à des choses sur lesquelles on n'était pas forcément à l'aise. Et puis voilà, on sait que les copines sont derrière et vont nous encourager. Il y en a qui sont plus à l'aise en rocher, il y en a qui sont plus à l'aise en glace, je sais pas, en ski, etc. Donc on voit par rapport à ça. Et puis on gère comme ça. Et puis on essaye aussi, quand même, on est dans une approche des formations, que tout le monde passe en tête quand même à un moment de la course, quoi, parce que c'est le but. Attends. C'est qui est capable de me faire un amarrage là avec un piolet ici dans la neige? Bégonia, qu'est-ce que tu es en train de préparer? Un corps mort pour
pour moufler une personne, par exemple, quand elle est tombée dans une crevasse. Faire de la montagne entre filles, cela veut dire être capable de faire face à toutes les situations, sortir la coéquipière d'un mauvais pas et faire preuve d'ingéniosité là où les hommes utiliseraient la force. On utilise plus de souplesse, un peu plus de technique. Parfois, on est obligé peut-être de trouver des ruses parce qu'on n'a pas, effectivement, on n'a pas autant de force qu'un gars, mais voilà, il y a des filles qui font des choses aussi dures que pas mal de mecs. La formation de l'actuel GFHM s'achèvera par une expédition à l'étranger, place ensuite un autre groupe de filles hyper motivées. Musique pour finir, Jazz à Vienne bat son plein depuis samedi. Après un week-end de Nouvelle-Orléans, berceau du jazz, Lorient s'est invité hier soir au Théâtre Antique avec une création entre la chanteuse égyptienne Natacha Atlas et le trompettiste franco-libanais Ibrahim Mahalouf. Ambiance avec Damien Borelli, Franck Serroni et Gilles Coutable. Weight of winter, chill of death, silence invading, overflowing thought. Des racines orientales communes, un goût partagé pour les métissages musicaux. Leurs routes se sont croisées à Istanbul il y a 3 ans. Natacha Atlas et Ibrahim Mahalouf se sont alors promis de travailler ensemble. Dans le passé, la chanteuse anglo-égyptienne a emmené le chant arabe vers la pop ou l'électro. Avec ce projet, baptisé Myriad Road, elle s'ouvre enfin au jazz et à l'anglais. Je n'ai jamais autant chanté en anglais que dans ce projet. Et Dieu sait combien de groupes ont tenté de me convaincre auparavant. Ibrahim, lui, m'a convaincu surtout, il a réussi à m'emmener vers le jazz. Ensemble, on a construit un voyage, un rapprochement entre nos deux mondes, l'Orient et l'Occident. Rapprochement between the Orient and the Occidental world, I think. Pour Ibrahim Mahalouf, nourri lui aussi d'influences multiples, cette rencontre naturelle marque aussi un retour aux sources, à ses racines libanaises. La culture arabe, contrairement à ce qu'on croit, c'est pas une culture qui est traditionnaliste. C'est une culture qui se mélange et qui se fond très facilement aux différentes cultures alentours. Et que ce soit dans la langue, comme dans la musique, comme dans tout en fait, la culture arabe peut tout à fait cohabiter avec le jazz. Hier soir, le duo a invité sur la scène du Théâtre Antique un jeune tromboniste viennois, Robinson Khoury. En fait, c'est deux artistes que j'admire énormément. Natacha, je connaissais ses CD d'avant parce que ma mère est chanteuse et Ibrahim Mahalouf, il a une ascension énorme en France depuis quelques années. Donc quand on est un instrument cuivre comme moi, on est forcément admiratif de tout ce qu'il fait. Myriad Road, l'album de Natacha Atlas et Ibrahim Mahalouf sortira cet automne. Robinson Khoury goûtera lui à nouveau au frisson de la grande scène avec son groupe Uptake le 11 juillet pour la soirée de clôture All Night Jazz. C'est la fin de cette édition. Je vous en rappelle le titre principal. Après 96 heures de garde à vue, Yacine Sali sera présenté aujourd'hui devant un juge antiterroriste. Le procureur de Paris a annoncé l'ouverture d'une information judiciaire pour assassinat en lien avec une entreprise terroriste. Selon le procureur François Molin, les actes commis par Yacine Sali correspondent en tout point au mot d'ordre de Daesh. De son côté, Yacine Sali réfute toute motivation religieuse. Voilà, c'est la fin de ce journal. Ce soir, vous retrouverez à 19 h Daniel Despins. Bon après-midi à tous.